C'est pour ça que c'est moi qui suis candidat, ça marche sans mes comptes. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Je suis très heureux, très impressionné d'être là devant une salle aussi comble. C'est très impressionnant. Je peux vous dire juste une chose, on arrêtera avec les vidéos en mode Amon Pride ou je sais pas quoi, il est formidable, etc. Je trouve que c'est un peu inutile, mais bon, et c'est mieux que je préfère les témoignages en vrai, en dur. Donc d'abord, je voudrais dire une première chose, j'ai une grande pensée en venant ici pour un homme qui vient d'être endeuillé. C'est une grande personnalité de ce département, Jacques Chirac, qui a perdu un fils, et perdre un fils, c'est quelque chose d'absolument abominable, et je voulais avoir d'abord une pensée pour lui Jacques Chirac, évidemment pour François Chirac qui a disparu, pour son frère Marc, et le dire avec Édouard qui est là, qui a partagé les combats qui étaient les siens, Olivier qui n'est pas dans la même organisation syndicale mais qui est évidemment sensible, mais je voulais avoir une pensée pour lui, comme pour un homme dont je me souviens que quand j'étais ministre de l'économie sociale et solidaire, il m'avait aussi accueilli ici, Michel Dinet, pour travailler sur la façon dont ce département allait s'inscrire dans le développement de l'entrepreneuriat social, de l'économie sociale et solidaire, ce qui participera incontestablement du changement de modèle de développement si nous voulons avoir demain un développement économique qui se préoccupe de l'impact de l'activité économique, pas simplement sur la situation des salariés, des gens, mais aussi sur notre environnement, notre cadre de vie, et donc directement et indirectement sur la façon dont on vit, on respire, etc. etc. Donc je voudrais avoir une pensée pour eux deux, dire que je suis très honoré de recevoir le soutien d'autant de parlementaires. Ils sont là, je les cite à nouveau, évidemment Shahin Eskironi, c'est un grand honneur. Elle est avec Paola Zanetti, elles sont deux de mes porte-parole dans cette campagne, et pour moi c'est important de les avoir près de moi, pas simplement à raison de ce qu'elles ont dit là aujourd'hui sur la campagne, mais à raison des combats qu'elles portent. Elles se sont distinguées, et je veux le dire, à l'Assemblée nationale, et c'était pas simple, sur des batailles qui étaient des batailles qui obligeaient à être indiscipliné par rapport à son propre camp. Alors quand on est de l'extérieur, on dit mais pourquoi ne le faites-vous pas? Mais être indiscipliné par rapport à son propre camp, c'est jamais la chose la plus simple, et pourtant elles l'ont fait. C'est pas parce qu'elles sont juste indisciplinées qu'il faut les saluer, mais elles l'ont été pour des choses importantes, et les choses importantes c'était à la fois la loi travail, mais aussi la déchéance de nationalité, deux de ces blessures que tu as évoquées, Shainès, et sur ces combats on a retrouvé aussi évidemment Laurent Kalinowski, Hervé Ferron, qui peut pas être là ce soir, mais dont je me rappelle qu'il a été aussi un soutien important à cette candidature, et je veux les saluer pour cela. Alors après, il y avait un choix aujourd'hui, et je remercie Bertrand Masson, conseiller régional, d'avoir dit et insisté sur cela. Il y avait un choix qui était de donner la parole à deux hommes, dont ce sont deux hommes, mais dont l'engagement à mes côtés est extrêmement précieux, autant que pour les parlementaires, mais à raison des combats qu'ils ont portés, très précieux, parce qu'ils viennent du monde du travail, ils n'en parlent pas de manière abstraite, et qu'ils ont choisi aujourd'hui de s'engager avec nous dans un projet qui reste un projet collectif. On a beau parler des institutions de la Ve République, de l'élection présidentielle, tout ça n'a de sens que s'il est collectif. Ce sont évidemment Édouard Martin et Olivier Lebras. Alors ils appartiennent à deux organisations syndicales différentes, mais ils ont mené des combats exemplaires dans la sidérurgie pour Édouard, avec l'issue qu'on connaît, et sans ton énergie, la casse aurait été totale, et moi je sais ce qui a été obtenu, je sais de l'autre côté du manche, parce que je voyais les choses du côté du gouvernement, ce qui aurait pu être perdu, abandonné, et je sais ce que l'on doit aux syndicalistes. On peut toujours considérer qu'il eût été préférable de tout garder. La réalité c'est que dans cette affaire, la somme des forces qui étaient en train de se concentrer contre les intérêts des travailleurs était telle que le résultat est un résultat que tu as pu obtenir, et dont je veux saluer le fait qu'il soit là, et je salue l'engagement des travailleurs et des syndicalistes de Florange, de Gandrange, de toutes celles et ceux qui sont battus pour la sidérurgie en Lorraine. Je voudrais aussi saluer un autre homme. Alors il a vraiment fait du chemin, parce qu'il faut quand même se dire que Brest, Nancy, on a beaucoup... Un homme qui a mené une bataille, et peut-être que vous l'avez vu, vous, à la télévision, les GAD, ce sont des abattoirs, ce sont de la transformation, c'est des métiers durs, hein, l'agroalimentaire. On parle de la sidérurgie, mais l'agroalimentaire, c'est dur aussi. Hein. Beaucoup de femmes qui travaillent. On a des troubles musculo-squelettiques, des opérations parce
que, à force de répéter des tâches, votre corps est abîmé. C'est très compliqué de retrouver du boulot quand par ailleurs, toutes les autres entreprises de l'agroalimentaire ferment, ou en tout cas sont menacées. Et voilà un homme qui a mené une bataille remarquable, avec aujourd'hui, hélas, des usines et des abattoirs qui ont fermé et des menaces sur d'autres. Et quand il m'a dit, quand on a parlé de son soutien, et quand il m'a été évoqué pour la première fois par un tiers, on m'a dit mais il voudrait te soutenir, mais il voudrait pas que ça te gêne. Je dis comment ça va me gêner? Quand même incroyable qu'un homme qui incarne ça se pose la question de savoir s'il va me gêner quand il va me soutenir. Au contraire, c'est un grand honneur, je te le dire, et pour moi c'est une immense fierté, pas seulement parce qu'on est finistériens tous les deux, mais pour ce que tu représentes au même titre qu'Édouard. Donc voilà, je voulais commencer par cela, commencer par Jacques Chérec, qui est une grande figure aussi du mouvement ouvrier syndical, aussi poursuivre par vous, évoquer la mémoire de François Chérec, et vous dire voilà, qu'aujourd'hui en Lorraine, je suis très heureux qu'on puisse parler notamment de travail. Je veux pas être très long. La dernière fois que j'ai parlé sans note, c'était dans un gymnase à Paris pour le lancement de ma campagne. Et à la fin de mon intervention, je me suis rendu compte que j'avais parlé 2h15. Il y en a qui ont vu un hommage à une île des Caraïbes dans laquelle un ancien dirigeant un peu barbu avait eu lui-même des habitudes un peu longues. Ça, c'est pour les gens qui sont un peu mauvaise langue et disent Benoît Hamon, vous voyez, il est un peu archaïque, il essaie de ressembler à un tel ou un tel. Mais je vais essayer de faire attention. Mais je vais commencer par une chose qu'on m'a dite, et je parlerai du travail, mais puisqu'on parle de la Ve République et d'une candidature à l'élection présidentielle, je voudrais vous parler du démarrage de ma campagne et vous dire dans quel état d'esprit je suis encore aujourd'hui. Quand j'ai choisi d'être candidat à l'élection présidentielle, il y a un de mes conseillers en communication, parce qu'on a tous un conseiller en communication quand on se lance dans une bataille comme celle-là, il m'a dit « Benoît, la chose la plus importante dans une affaire comme celle-là, on est en France, c'est la Ve République, il faut que tu fasses président. » Et là, je me suis dit, donc, il faut que je fasse président. Et je lui dis, mais qu'est-ce donc faire président? Parce que je vois bien ce que je veux traiter, la souffrance au travail, la question de la protection sociale. Je ne crois plus, je le dirai tout à l'heure, qu'avec la protection sociale qu'on a aujourd'hui, nous soyons en capacité d'assurer la même protection pour les jeunes actifs que celle qu'avaient leurs parents. Et c'est bien une des questions centrales que nous devons poser dans une élection présidentielle. Je voulais parler de ce qu'est ma conviction aujourd'hui, qu'une conscience écologique suppose que l'on change de modèle de développement, c'est-à-dire qu'on ne court plus comme des sots après une croissance qui ne revient pas, au point que l'on sacrifie et notre environnement et nos conditions de travail. Je voulais parler de ce qui est, à mes yeux, les champs vers lesquels le service public doit se tourner pour conquérir de nouveaux espaces, service public de la petite enfance, service public de l'aide aux devoirs et service public du grand âge, parce qu'aujourd'hui, les principales inégalités, quand s'expriment des besoins sociaux, sont dans ces domaines-là. Je voulais parler de tout cela, mais la priorité, c'était de faire président. Et en discutant avec lui, j'ai compris. J'ai compris, et je vais essayer de vous dire que je crois que je n'y arriverai pas jusqu'à la fin pour ce qu'on attendrait de moi, de ce point de vue-là. J'ai compris que dans ces institutions de la Ve République, faire président supposait incarner la figure providentielle. Celui qui écarte les bras, celui qui est tout en majesté, en fermeté. Bref, une figure qui, pour la gauche, se rapprocherait de celui qui ressemble plus à la figure providentielle François Mitterrand, et pour la droite, et en disant la gauche, je me rends compte que j'étais à droite, ce qui est une preuve que je suis encore déstabilisé par l'action gouvernementale, mais et pour la droite, se rapprocher de la figure la plus providentielle, le général de Gaulle. Et je l'ai dit, je le répète, il y a une très belle phrase de Hugo qui dit, quand on voit ces hommes politiques tous essayer de ressembler à celui qui ressemblait plus à la figure de l'homme providentiel, il y a une très belle phrase d'Hugo qui dit « Un lion qui imite un lion est un singe ». Et moi, je ne participerai pas, à l'occasion de cette élection présidentielle, à un concours de grimaces. Je ne crois plus à l'idée qu'une seule personne, femme ou homme, concentre en lui le génie de la nation. Et qu'il serait la solution que l'on guette à chaque élection présidentielle, la solution au problème de tous les Français. Et c'est d'ailleurs une marque d'une forme d'immaturité de la démocratie française que tous les 5 ans, auparavant tous les 7 ans, guettait celui ou celle qui serait l'homme ou la femme providentielle. Observons d'ailleurs que ce sont en général des hommes qui prétendent à cette fonction-là, assez peu de femmes, et qu'en l'occurrence, il n'y a jamais eu pour l'instant de présidente de la République.
Mais donc on se retrouve tous les 5 ans à guetter, et là on se dit Mélenchon, Macron, Fillon, Le Pen. Peut-être est-ce là la personne qui réglerait tous nos problèmes, et pourtant, moi je vous le dis, plutôt que de se vautrer dans une forme de, finalement, je le disais, d'immaturité politique, et surtout de mettre en berne nos consciences, regardons si ces candidats à la fonction providentielle plus que présidentielle ont été auparavant dans leur vie et leur mandat providentiel. Un jeune ministre a-t-il été un ministre providentiel quand il a exercé ses fonctions? Quand il prétend à être aujourd'hui un grand président de la République, etc., etc. Aucun d'entre eux, dans aucun de ses mandats, ni aucune de ses fonctions, n'a été providentiel. Et il est, à mes yeux, aujourd'hui, parfaitement stupide, sot, absurde, de vouloir revêtir un costume qui est un costume que je juge aujourd'hui décalé par rapport à la nécessité de faire respirer la démocratie et de porter une intelligence collective. Moi, la démarche qui est la mienne, elle est d'abord celle-là. Je ne propose aucune vérité. Je n'ai aucune vérité. Je propose une option. Une option sur la question du travail, une option sur la question écologique, une option sur la question démocratique, une option sur la question sociale, et je propose que l'on maîtrise les transitions qui sont à l'œuvre aujourd'hui et qui, quoi qu'il se passe, auront lieu. La question qui nous sera posée, c'est maîtrisons-nous ce qui arrive, le réchauffement climatique, le nouveau rapport au travail en lien avec la révolution numérique, l'évolution de nos systèmes sociaux en lien avec le fait que le travail finance de moins en moins notre protection sociale, l'évolution nécessaire de la démocratie, tant en Europe qu'en France. Maîtrisons-nous ces processus ou subissons-nous ce qui se passera parce que nous laisserons d'autres décider à notre place? Voilà à mes yeux les questions qui sont les questions essentielles, le projet que je veux porter, les options que je mets en débat, mais je le dis, je ne défends aucune sorte de vérité. Et en disant cela, je répète ce qui est ma conviction et que je répète partout en France. Je crois que la chose la plus dangereuse dans le débat démocratique aujourd'hui, c'est de se revendiquer justement de la vérité. Comme si aujourd'hui il n'y avait plus de clivage gauche-droite entre des options particulièrement distinctes, mais simplement à choisir entre ceux qui diraient la vérité et ceux qui mentiraient. Moi je ne pense pas que François Fillon ment. Je ne suis pas d'accord avec l'option qu'il propose au pays. Je ne crois pas que ce dont il se revendique soit un mensonge. Je pense que c'est dangereux, conservateur, libéral, mais c'est l'option qu'il propose. Et les citoyens peuvent la choisir. Et si demain j'en venais à penser que j'ai la vérité, comme j'entends certains s'en revendiquer, et que d'autres donc mentent, parce que le clivage il ne serait plus entre le vrai, non, la gauche et la droite, mais entre le vrai et le faux, attention. Et beaucoup d'intellectuels, notamment une remarquable philosophe, si vous avez le temps de lire, Chantal Mouffe, nous alerte là-dessus. Le jour où le clivage droite-gauche s'efface pour laisser la place à un clivage vrai-faux, vérité-mensonge, l'adversaire que l'on avait dans la démocratie se transforme en ennemi. Et si les adversaires que l'on a en démocratie se transforment en ennemis, si le clivage n'est plus politique mais qu'il devient moral, eh bien là, nous nous préparons à des dangers qui sont des dangers considérables. C'est la raison pour laquelle, dans ce débat politique-là, je mets sur la table des options. Et libre aux citoyens de considérer qu'elles sont bonnes, de voter pour ou pas. Mais pour ce qui me concerne, je n'aurai pas cette audace un peu folle de venir à une tribune, peut-être le 12, et dire la vérité commande de dire que ceci, etc., etc. Ça n'est pas l'idée que je me fais de la démocratie, ça n'est pas l'idée que je me fais de ce qui est nécessaire pour notre pays. Je crois qu'aujourd'hui, il se faut construire des réponses politiques qui se fondent sur l'intelligence collective. Alors, j'en viens justement à un certain nombre de ces réponses et qui ont été pour partie évoquées avec beaucoup de brio par ceux qui m'ont précédé à la tribune, et notamment l'une d'entre elles, mais je vais dire pourquoi, le revenu universel d'existence. Alors là, depuis qu'on en parle, en même temps je suis content, on ne parle quasiment plus que de ça maintenant, donc je ne vais pas être mécontent du fait que les idées, je n'ai pas été le premier à les défendre, hein. Il y a beaucoup de militants ou de citoyens de gauche qui défendent le principe d'un revenu universel d'existence depuis longtemps. Mais ce débat aujourd'hui est en train d'éclore. Pourquoi arrive-t-il à maturité ? À raison des transitions qui s'opèrent et qui supposent aujourd'hui peut-être de penser notre rapport au travail comme notre protection sociale à l'aune de ce qui se passe et pas de ce qui se passait avant. Je m'explique. L'analyse que moi je fais aujourd'hui, c'est que la révolution numérique, qui est une formidable opportunité, une formidable chance,
va se traduire par une raréfaction du travail. Il y aura moins de travail. D'autres pensent le contraire, ou différemment. D'autres pensent que, comme il s'est passé dans le passé, auparavant, les progrès technologiques amèneront à ce que l'innovation technique amène à ce que les emplois détruits dans l'industrie, par exemple, se recréent dans les services. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui est différent des années 80-90, c'est que tous les secteurs de l'économie sont concernés par l'impact de la révolution numérique. Non seulement tous les secteurs, l'agriculture, l'industrie, le secteur des services, mais toutes les fonctions. Et qu'alors qu'auparavant, le robot ne remplaçait que le travail peu ou pas qualifié, aujourd'hui, machines, algorithmes et robots remplacent des fonctions qui sont des fonctions de direction, d'animation, de management. On a aujourd'hui des cabinets d'avocats où on supprime des postes d'avocats pour leur substituer un logiciel. On a, je prends cet exemple, dans le secteur des services, quand j'étais ministre de la Consommation, un grand groupe des services, si mes souvenirs sont bons, le même qui a considéré qu'une caissière ne pouvait pas quitter son poste de travail parce qu'elle était enceinte et qu'il fallait qu'elle y reste et qu'on lui a interdit de se lever de sa place alors qu'elle avait envie de vomir et qu'ensuite elle a fait une fausse couche et qu'on lui a supprimé une semaine de salaire. Je crois que c'était les mêmes, je ne suis pas tout à fait sûr, je ne vais pas les accabler, mais en tout cas, ce grand groupe de la grande distribution me disait on va avoir un progrès incroyable dans les grandes surfaces, c'est qu'on va désormais avoir en lieu et place des caisses un portique. Et qu'on expérimentera bientôt le fait que vous rentriez dans votre magasin avec votre caddie, passez sous le portique, tout est intégralement scanné, le prix s'affiche, vous mettez votre carte bleue, les portes s'ouvrent, vous passez. Aujourd'hui, il y a la caisse automatique sur lesquelles, quand vous avez moins de 10 articles, vous le faites vous-même. Demain, il n'y aura même plus besoin de cela. Vous scannez la totalité d'un caddie, le prix est affiché, vous passez. Génial, vous passez en 10 minutes, là où auparavant, vous aviez parfois une demi-heure de queue. Du point de vue du consommateur, c'est un gain évident. Sauf qu'a disparu la personne qui auparavant avait un métier difficile, mais un métier pas bien payé, mais un métier qui n'est plus là. Peut-être est-elle à Pôle emploi, peut-être a-t-elle trouvé un autre emploi, ou pas. Mais en tout cas, l'entreprise, elle a économisé un salaire, investi sur un portique qui lui rapportera même peut-être plus d'argent qu'elle n'en avait avant. Nous avons là un impact très direct et qui est quasi immédiat de ce que sera la révolution numérique. Je pourrais prendre d'autres exemples. Beaucoup d'entre vous vont souvent acheter sur un moteur de recherche qui est toujours le même, qui commence par G, sur un site qui est souvent aussi celui d'un grand commerçant qui commence par A, des produits, des livres et toutes sortes de choses. Aujourd'hui, ce groupe, Amazon en l'occurrence, annonce expérimenter la livraison en 1 heure du produit que vous commandez sur son site. Et ils mettent en œuvre dans une grande ville asiatique cette expérimentation. Comment ? Je commande un livre, il est imprimé à la commande et il m'est livré en 1 heure par quoi ? Par un drone. C'est pas après-demain, hein, c'est déjà expérimenté. Vous aviez auparavant un imprimeur, il n'est plus là. Vous aviez un livreur, il n'est plus là. Mais par contre, j'ai le service dans un temps record que je n'avais pas auparavant. Du point de vue du consommateur, c'est extraordinaire. Et je le dis, ces progrès technologiques vont nous faciliter d'un certain point de vue la vie. Mais la question, tous ces emplois trouveront-ils à être remplacés par d'autres emplois et dans quel secteur ? Des développeurs, des informaticiens, peut-être ? Mais seront-ils en nombre assez suffisant pour éviter des suppressions d'emplois par milliers, sinon par des centaines de milliers, sinon par millions ? Que disent les grandes enquêtes ? Elles sont maintenant nombreuses. Celle de l'OCDE, celle des grandes universités américaines, sur ce que sera l'impact de la révolution numérique dans les 10, 15, 20 ans en Europe, en France, en Chine. Pour la France, il y a 2 études. La plus pessimiste évoque 43% d'emplois détruits par la révolution numérique. Elle est le fait d'une grande université américaine. La moins pessimiste, l'OCDE, qui à ma connaissance quand même pas le dernier repère d'économistes marxistes, évoque 11% d'emplois détruits par la révolution numérique. Donc nous sommes aujourd'hui dans une situation où ces progrès technologiques vont nous faciliter la vie, mais peuvent menacer beaucoup d'emplois. Et notamment des emplois, j'insiste là-dessus, peu ou pas qualifiés. Parce que ce qui me frappe, c'est cette forme d'optimisme assez béat de gens de toute façon protégés tout le temps du mauvais sort. Toujours protégés du mauvais sort.
qui vous disent « Mais écoutez, il faut avoir foi dans le progrès technologique ». Moi, j'ai foi dans le progrès technologique, mais à condition qu'il soit maîtrisé. Depuis quand considère-t-on qu'une innovation technologique en soi, par une forme de déterminisme, serait bonne? Ça ne dit rien de l'usage qui en sera fait. Et ce qui serait absurde, c'est aujourd'hui de considérer que toutes ces innovations technologiques, surtout si elles se traduisent par des centaines de milliers d'emplois, de suppression d'emplois, sont bonnes. Donc il faut poser aujourd'hui ces questions éminentes qui sont celles de la maîtrise des processus, de ces transitions qui amèneront à ce que le partage du travail soit différent de ce qu'il existait auparavant. Quel est l'actuel partage du travail? Nous avons 3 groupes. Ceux qui travaillent sont plutôt contents d'aller bosser, parce qu'ils ont un travail dans lequel ils s'épanouissent, ils sont utiles socialement, et ils y sont heureux. Ceux qui ne travaillent pas, ils aimeraient travailler plus parce qu'ils aimeraient avoir un boulot. Puis au milieu, ceux qui travaillent et ne sont pas contents de leur travail, même s'ils sont contents d'avoir un travail parce qu'ils en tirent un salaire. Et vous observerez que c'est toujours le même groupe qui fait des lois travail pour tous les autres. Dans le groupe de ceux qui sont heureux d'aller bosser le matin parce qu'ils sont bien payés ou alors qu'ils ont un travail épanouissant. Mais qu'aujourd'hui, nier le fait que dans le travail, il y a de la souffrance, qui n'est pas de la souffrance seulement due à des tâches difficiles, qui peut être liée aussi à de la pression psychologique, à des pathologies psychiques qui naissent du stress, du management par le stress, d'un trop-plein de pression, du fait qu'on n'arrête pas de travailler alors pourtant on est sorti de l'entreprise, mais que vous avez d'un coup sur votre tablette, sur votre ordinateur, un petit signal sonore, ding, qui vous dit que vous avez un mail qui vous invite à préparer la présentation du lendemain, donc à donner des instructions à vos propres collaborateurs et à continuer à travailler, comme si, grâce à ces progrès technologiques, c'est génial les tablettes, mais le travail avait colonisé nos vies et que nous ne parvenions plus à mettre une frontière un peu claire entre le moment où on travaille, on est à l'entreprise, et le moment où on en sort. Tout ça, ce sont des réalités. Et ce partage du travail entre ceux qui sont surmenés, ceux qui ne travaillent pas, et ceux qui sont heureux au travail, il n'a plus aucun sens. Il n'a plus aucun sens dès lors que nous ne nous appuyons que sur des solutions toujours les mêmes. Faisons de la croissance. Avec la croissance, on fera de la richesse, et avec cette richesse, on la redistribuera. Et en espérant que la redistribution soit bonne, on créera des emplois. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait de croissance dans ce pays? Elle était en moyenne dans les années 70 de plus de 3 points. Elle a basculé dans les années 80 à 1,5 point en moyenne dans l'Union européenne. Elle est à 0,5 depuis le début des années 2000. Alors il y a eu la crise de 2008. Mais est-ce que notre objectif aujourd'hui, c'est toujours la croissance du PIB? Est-ce qu'on pense que la croissance du PIB amènera forcément à une élévation du niveau de santé, une diminution des inégalités, une baisse du taux de pauvreté? Pas forcément. On a des pays où on fait de la croissance et pourtant la pauvreté est endémique. On a des pays où on fait de la croissance mais pourtant les inégalités sont très fortes. Prendre un exemple, on a un bon pays, aujourd'hui, dont on se sert comme modèle, qui fait de la croissance, mieux que nous, l'Allemagne. Quel est le taux de pauvreté en Allemagne? 17% de la population. Bien sûr, il y a un chiffre dont s'enorgueillissent les Allemands, ils ont raison, ça sert de modèle à nos jeunes économistes, en tout cas pour ceux qui sont les plus libéraux. Entre 5 et 6 points de chômage. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est que les gens travaillent et soient pauvres, et donc malheureux, ou c'est que, si possible, quand ils travaillent, ils en tirent une rémunération, une situation qui leur permette de sortir de la pauvreté et d'être heureux. Ces questions-là sont des questions fondamentales. Et à mes yeux, et je veux insister là-dessus, ce mythe, parce que c'est devenu un mythe, de la croissance, moi je fus croyant, je ne le suis plus, ce mythe de la croissance du PIB, il faut qu'on l'abandonne. Pas pour dire qu'il faut arrêter de créer de la richesse, mais pour dire que ça ne peut plus être le seul objectif des politiques publiques. Ça n'a plus de sens. Voyez les sacrifices que nous sommes obligés de consentir pour faire quelques déciles de croissance. Nous sommes arrivés en août de cette année à avoir consommé, au milieu du mois d'août, la totalité des énergies renouvelables. Tout ce qui est renouvelable en termes de réserve a été consommé. Et plus nous avançons, plus cette date, elle aussi avance, plus l'activité humaine a un impact qui devient un impact dangereux sur nos stocks, nos réserves en combustibles fossiles, dans ce qu'on est capable de renouveler, dans la ressource qui est de la ressource en poissons, en bétail, etc., en forêt, en eau. Aujourd'hui, nous constatons que nous vivons à crédit. Et pour autant, on continue cette course folle à la croissance, au consumérisme, au matérialisme, alors qu'on distingue de manière très concrète que l'impact de cette activité humaine devient de plus en plus nuisible
à nos conditions de vie, à nos cadres de vie, au point que on puisse imaginer qu'un certain nombre de processus sont devenus irrémédiables, ou proches d'être irrémédiables. La question est donc, conserve-t-on ce modèle de développement? Continue-t-on à dire la croissance économique est bonne parce qu'elle nous permettra de créer de la richesse, ces richesses créeront de l'emploi, et ensuite on fera de la croissance verte? Ou se pose-t-on la question de savoir si notre modèle de développement n'est pas faux, ne repose-t-il pas sur une erreur qui est de croire que croissance de la richesse matérielle indique amélioration des conditions de vie en toutes circonstances et du bonheur des individus, et qu'à ce moment-là, si nous pensons qu'il n'y a pas de lien automatique entre les deux, quel type de modèle de développement choisissons-nous? Moi, je lis cette double exigence, celle de la nécessité d'un changement de notre rapport au travail à raison de sa raréfaction et de l'impact de la révolution numérique sur le travail, et la nécessité d'avoir un modèle de développement qui soit beaucoup plus tempérant qu'il ne l'est aujourd'hui. Il est indissociable dans mon projet, et dans le projet que nous portons collectivement, de mettre de côté une chose, la question du travail et du revenu universel, et d'une autre, la question de la conscience écologique et du changement de modèle de développement. Ces deux questions sont, à mes yeux, intimement liées. Alors, quelques mots sur ce revenu universel d'existence, dont on me dit qu'il est irréaliste ou irréalisable. Ce que je trouve triste, c'est que ça vienne de gens de gauche qui disent cela. Parce qu'après tout, je me souviens, quand Michel Rocard a voulu faire le revenu minimum d'insertion, on lui disait c'est irréalisable. On l'a fait, il est là, et heureusement qu'il est là, et après on en a fait le RSA, et on a essayé de renforcer cela, et ça n'a pas suffi à éradiquer la pauvreté dans notre pays. Mais je veux juste dire à ceux qui se posent comme aujourd'hui des avocats de ce que serait réaliste et raisonnable de faire. Je déjeunais ce midi avec un homme qui s'appelle Claude Alfandéry, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, c'est une grande figure de l'économie sociale et solidaire, mais avant de cela, il était comme ancien chef du maquis dans la Drôme-Ardèche, un des ceux qui, au moment du Conseil national de la résistance, comme ancien résistant, comme militant communiste à l'époque, un des acteurs de ce qui a pu se faire dans les années après-guerre, au moment où des hommes et des femmes ont décidé, alors que le pays était en ruine, l'outil industriel à plat, que la main-d'œuvre revenait ou du STO ou des camps de prisonniers, ils ont décidé de faire quoi? La sécurité sociale. La sécurité sociale. Ce qui allait peser très vite l'équivalent du PIB de l'époque. À peu près 250 millions d'euros. Ils ont créé un système assurantiel qui allait très vite monter en puissance au point qu'il pèse le PIB de l'époque. Mais qu'aurait-on dit si on avait raisonné selon les mêmes principes à ces hommes? Que ce n'était pas raisonnable? Que ça n'était pas réaliste? Ou la raison n'était-elle pas justement de considérer que la folie nationaliste, que ce qu'avaient été les conséquences de la crise de 29, que justement l'impact du capitalisme sur les sociétés industrielles devait conduire à construire des solidarités plutôt qu'à jouer ou à parier sur la concurrence et la mise en concurrence des hommes entre eux? Ils ont fait un choix politique. Et d'ailleurs, à cette époque-là, la gauche a rallié bien au-delà de ses rangs. Ce qui était raisonnable, c'était de faire la sécurité sociale. Ce qui était raisonnable, c'est de construire un système assurantiel qui progressivement allait peser l'équivalent du PIB de la France de l'époque. Et on nous dit aujourd'hui que le revenu universel d'existence, qui à pleine charge pèserait 15 à 20% du PIB de notre époque, ne serait pas réaliste. Parce qu'on prendrait des risques. Moi, je vous le dis comme je le pense. Aujourd'hui, prendre des risques, c'est continuer comme avant. Aujourd'hui, prendre des risques qui pourraient être irréparables, ce serait maintenir le statu quo. Continuer à dire que la priorité, c'est la réduction des déficits. J'entends des collègues dans cette campagne des primaires dire faut fixer une baisse des déficits à 1,5, 1 point, etc. du PIB. Mais pourquoi faire? Le monde brûle et on nous dit que le sort des générations futures dépendrait du fait qu'on a passé nos déficits publics de 3 à 1,5%. Mais ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça que moi je vous propose que nous changeons de cadre, de perspective, et que nous disions à celles et ceux qui se situent encore dans ce monde d'avant, qui se situent sur la page d'avant, que nous avons bien l'intention de la tourner, cette page, et de construire et de bâtir des politiques qui soient conformes à ce que sont les demandes sociales d'aujourd'hui et la réalité de ce que sont les transitions que nous sommes en train de vivre. Les deux grandes transitions, nous les connaissons, celle de la révolution numérique sur le travail et celle d'un modèle de développement qui, s'il ne devient pas tempérant, suppose que nous acceptions la destruction à court et moyen terme de la planète.
C'est aussi simple que ça, en tout cas à mes yeux, et c'est pour ça que je propose le revenu universel d'existence. Quel est-il, ce revenu universel? Il consiste à donner à toute personne majeure, je dis bien toute personne majeure, travailleur ou non travailleur, retraité ou salarié, actif ou inactif, un revenu pour commencer de 600 € par mois, du jour de ses 18 ans jusqu'à sa mort. C'est-à-dire un revenu universel d'existence. Du plus riche au plus pauvre. Je vous propose qu'on évoque le plus riche à la fin, parce que tout le monde me dit « mais pourquoi tu vas donner au plus riche ?» Bon, je vais commencer par ça d'ailleurs, pour aller vite. Mais Carlos Ghosn voulait rembourser de sa grippe de la même manière que chacun d'entre vous. C'est le principe de l'assurance maladie, c'est universel. Sauf que la redistribution et la solidarité supposent qu'à Carlos Ghosn, s'il n'échappe pas à l'impôt par quelques petites techniques appropriées, va payer de quoi rembourser les grippes de centaines, sinon de milliers d'entre nous. C'est le principe de la solidarité, c'est par l'impôt qu'on organise la redistribution. Et si demain, on pose le principe d'une allocation universelle, vous doutez bien, je prends l'exemple de Carlos Ghosn, j'aurais pu prendre celui de M. Bolloré, à l'évidence, nous allons, par l'impôt, financer, grâce à ces deux messieurs, de quoi payer les revenus universels de milliers de leurs concitoyens. Donc je veux préciser cela, c'est pas parce qu'une allocation est universelle que dans les faits, par l'impôt, on ne récupère pas ce qui a été donné et on ne met pas à contribution ceux qui peuvent le plus. Mais donc, toute personne recevrait, pour commencer, 600 € de plus du revenu qu'il a. Pourquoi est-ce que je propose cela? Je vais donner deux étymologies. L'étymologie d'emploi, c'est se plier à. Ce qui montre bien que dans l'emploi, il y a un lien de subordination. On se plie à. Et l'étymologie du mot travail, pour ceux qui aujourd'hui disent le travail, philosophiquement, je suis pour, moi aussi, je suis pour quand le travail épanouit, je suis pour quand le travail permet de se réaliser. J'ai un peu plus de distance avec le travail quand il broie, mutile et transforme des hommes en esclaves. Parce que l'étymologie du mot travail, je le dis, elle est quand même assez frappante. Et allez regarder cette excellente série sur Arte, si vous ne l'avez pas vue, qui s'appelle Trépalium. L'étymologie du mot travail, Trépalium, c'était, il y a très longtemps, un instrument de torture. L'emploi se pliait à, le travail, un instrument de torture. Alors ça n'est pas que cela, évidemment. Mais l'origine des mots, elle a toujours un sens. Et je veux simplement dire à ceux qui disent « je suis philosophiquement pour que le travail, ou la société du travail », qu'il faut arrêter, quand on va bien, de poser comme ça, comme une exigence, comme une évidence, que tout le monde se réalise ou s'épanouit par le travail. Tout le monde voudrait bien travailler, en tout cas l'immense majorité, mais tout le monde ne s'épanouit pas et ne se réalise pas par le travail. Et cette réalité-là, il faut commencer par la traiter avant de se poser la question de savoir si, oui ou non, aujourd'hui on est philosophiquement pour le travail ou pas. Moi je suis philosophiquement pour une société dans laquelle on s'épanouit par le travail, mais pas que par le travail, et où, conformément à ce qu'ont toujours été les aspirations des hommes et des femmes de gauche, eh bien on articule le travail avec d'autres sources d'épanouissement, la culture, la vie de famille, les loisirs, le cas échéant la spiritualité, mais que ces formes de vie-là doivent se combiner de telle manière que le travail, justement, ne colonise pas la vie des hommes, ou que les conséquences du travail ne les broient pas, ou ne les mutilent pas au point qu'ils ne puissent pas profiter du reste de la vie. Voilà des exigences assez simples à poser. Et je le dis d'autant plus que un des aspects du bilan que je trouve très négatif dans les 5 dernières années, c'est d'avoir laissé des sociétés comme Uber, par exemple, dévoyer complètement le terme d'économie du partage. On parle aujourd'hui d'économie collaborative et d'économie du partage en vantant quel modèle? Des sociétés où des gentils clients rencontrent des gentils auto-entrepreneurs qui n'ont aucun droit et qui travaillent sous des formes qui sont des formes d'esclavage moderne, qui mettent du coup en faillite leurs concurrents qui sont des artisans qui eux payent des cotisations sociales pour enrichir qui à la tête de cette économie du partage? Des sociétés et des individus qui échappent à l'impôt. C'est ça le modèle de l'ubérisation. Ce modèle qui aujourd'hui veut conquérir nos sociétés et remettre en cause le contrat de travail et les protections qui vont avec. Et il est extrêmement dangereux, et je dis que ceux qui l'ont laissé prospérer ont une responsabilité immense. L'évolution de notre rapport au travail suppose que nous,
responsables politiques, nous pensions les instruments par lesquels chacun d'entre nous va pouvoir maîtriser son travail et, le cas échéant, même très concrètement, son temps de travail. L'exemple que je veux prendre est sur le temps de travail, et je m'acheminerai vers la conclusion pour le revenu universel d'existence. C'est celui d'une femme que j'ai rencontrée il y a peu de temps et qui m'a fait rencontrer des collègues à elle et qui était auxiliaire de vie. Les auxiliaires de vie, elles s'occupent des personnes âgées, notamment des personnes âgées dépendantes. Donc elles s'occupent de ce que nous avons de plus cher, c'est-à-dire nos parents, et probablement bientôt de nous. Elles font partie des salariés les moins bien payés. Et quand on regarde aujourd'hui d'ailleurs ces emplois peu ou pas qualifiés, on observe une surreprésentation des femmes sur ces emplois peu ou pas qualifiés. Dans ces métiers, aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que d'accepter une organisation du travail qui, parce que les horaires sont décalés, vous empêche de vous consacrer autant que vous le souhaiteriez à l'éducation de vos enfants. Surtout quand on est une maman célibataire et qui n'a pas d'autre choix que d'avoir un travail comme celui-là pour nourrir, éduquer, loger, habiller ses enfants. On accepte donc un temps de travail décalé, des horaires, des cadences qui ne correspondent pas à ce qui est nécessaire pour une jeune maman parfois, pour se consacrer à son foyer, à l'éducation de ses enfants, notamment quand elle est seule. Ces auxiliaires de vie, elles gagnent entre 1 200 et 1 300 euros par mois. Je me permets de vous livrer leur témoignage, je le dis partout. Parce qu'elles me disent, et elles m'ont dit, vous savez, non seulement on ne choisit pas notre temps de travail, on aimerait travailler moins, mais on voudrait vous dire ce qu'on nous demande de faire aujourd'hui quand on est auxiliaire de vie. Quand on travaille à domicile, on est obligé de faire des toilettes courtes, de nourrir les personnes sur un délai qui dépasse rarement la demi-heure. Parce qu'il faut, dans ce délai-là, faire le maximum de choses. Mais quand on travaille en EHPAD, c'est-à-dire en maison de retraite, de plus en plus souvent, parce que notre employeur nous dit qu'il faut être rentable et avoir un rendement suffisant, là où auparavant, on faisait la toilette d'une personne âgée en une demi-heure, la toilette de tout le corps, pour une personne âgée dépendante qui ne peut pas faire sa toilette elle-même, désormais on la fait en 10 minutes. Donc en 10 minutes, on fait la toilette d'une personne et donc on la maltraite, disent-elles. On la maltraite parce qu'on lui manque de respect et parce qu'on ne respecte pas sa dignité. Que quand cette personne âgée est incontinente, on ne remplace la couche que toutes les 8 heures et pas toutes les 4 heures. Et donc elle vit une partie de la journée souillée. C'est ça, les sociétés modernes où on fait de la croissance? Où on se targue d'être la 5e puissance mondiale? Et où on traite les anciens de cette manière-là, avec des personnes qui elles-mêmes sont pauvres et perdent toute estime d'elles-mêmes à raison du fait qu'elles ont le sentiment de maltraiter celles et ceux qu'elles visitent au moment de faire leur toilette. Pire, me disait-elle, quand on accueille des jeunes filles ou des jeunes hommes qui passent un diplôme professionnel pour être auxiliaires de vie, ils ont eux aussi appris sur un mannequin à faire une toilette en une demi-heure. Mais on leur dit là qu'à la maison de retraite, ah ben non, ce qu'on vous a appris à faire en une demi-heure, il faut le faire en 10 minutes. Donc même dans la transmission de nos savoirs, disent-elles, de l'expérience qu'on a du contact avec ces personnes âgées, on apprend à des jeunes tout de suite à s'adapter à ce que sont les cadences, les rythmes de l'entreprise, l'exigence de rendement jusqu'au point d'aller faire des économies, d'aller gagner du temps sur la toilette intime d'une personne âgée dépendante. Voilà ce dont elles m'ont parlé, elles m'ont dit racontez-le parce que ça c'est notre vie. Et je le raconte tout le temps et je veux le rapprocher du revenu universel. Que changerait le revenu universel pour ces femmes? Parce que ce sont pour l'immense majorité des femmes. Pour l'immense majorité, ce sont des femmes qui occupent des emplois peu ou pas qualifiés aussi. Eh bien, ça changerait, ça permettrait à ces femmes, sans quitter leur travail, de passer d'un temps complet à un temps partiel. Ce que moi je souhaite, c'est qu'à côté du revenu universel, il y a un droit inconditionnel au temps choisi, qui le renvoie à chaque individu la possibilité, cette fois-ci, de réduire son temps de travail sans perdre de pouvoir d'achat, de retrouver de l'autonomie et de la liberté, non, même pas retrouver, de trouver une autonomie, une liberté qu'elles n'ont jamais eue vis-à-vis de leur travail, vis-à-vis de leur chef, vis-à-vis de leur hiérarchie. La possibilité, enfin, de maîtriser leur vie, à un moment où elles ont le sentiment d'être piégées par un travail qui ne paye pas, par un travail qui les broie et qui les amène à sacrifier une partie de leur vie, y compris celle de leurs enfants. Voilà d'abord le sens du revenu universel. Nous redonner de l'autonomie, de la maîtrise par rapport à nos vies. On me dit, mais c'est irréalisable, c'est utopique.
Mais ce qui est pas raisonnable, je le redis, c'est de laisser une société s'inscrire dans un rapport au travail où nous concédons, acceptons aujourd'hui que ces formes de travail précaires subsistent, persistent, et que nous n'ayons, nous, hommes et femmes de gauche, aucune réponse à formuler que quoi? Que de faire, grâce à la loi El Khomri, la baisse du tarif des heures supplémentaires? Parce que qu'est-ce que c'est la loi El Khomri sur ce point? La possibilité par accord majoritaire qu'on puisse facturer une heure supplémentaire de 25% à 10%. Pensez que dans un EHPAD, demain, là, ces femmes vont être en situation avec leurs représentants de pouvoir dire à leur hiérarchie, quand elle leur proposera de passer de 25 à 10%, qu'elles n'en veulent pas? Avec quel rapport de force? Avec quels moyens, quelle pression? Eh ben non, elles n'y arriveront pas. Et on les aura fait travailler plus, et elles gagneront moins qu'avant. Bien, moi je pense qu'il y a aujourd'hui une forme de fatalité à gauche quand on se résout à ce genre d'équation-là. Même une fatalité en un autre système de prélèvement obligatoire. Je disais, le travail se raréfie. Observez que si donc un portique remplace une personne qui était à la caisse, on économise un salaire, mais le portique ne cotise pas. Le robot ou la machine qui se substitue à l'homme, lui, ne finance pas la protection sociale des hommes. Est-il donc absurde d'imaginer que demain, on mette à contribution toute machine qui contribue à la production de richesse, surtout quand elle se substitue aux hommes? Je ne le pense pas. Moi, j'ai fait il y a peu de temps l'émission politique de David Pujadas et il me disait cette idée est iconoclaste. Je m'en souviens encore. Iconoclaste. Qu'est-ce qu'il y a d'iconoclaste à imaginer demain que le robot qui remplace un homme cotise pour la protection sociale des hommes? Et il y a une manière très simple de le faire. Aujourd'hui, une grande entreprise ou n'importe quelle entreprise cotise à la sécurité sociale pour les retraites en fonction du nombre de salariés qu'elle a. Si demain elle cotise en fonction de sa valeur ajoutée et non pas donc de la richesse qu'elle crée et non pas du nombre de salariés, eh bien vous mettez très directement à contribution les machines qui ont remplacé les hommes. Et c'est pour ça que une des mesures que je prendrai, une des réformes que je proposerai en matière de fiscalité, sera d'asseoir l'assiette des cotisations patronales sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire la richesse créée par les entreprises, et non plus sur le nombre de salariés, d'autant plus qu'il faut anticiper la raréfaction du travail, et donc le fait qu'il y ait de moins en moins de gens pour cotiser, du côté employeur comme du côté salarié, pour la protection sociale. Quelles seront les étapes que nous engagerons? La première mesure que je prendrai sera donc la revalorisation du RSA pour le porter à 600 €. Le RSA sera automatiquement distribué aux personnes qui y sont éligibles, quand vous savez sans doute aujourd'hui que le RSA, vous n'en bénéficiez qu'à condition de le demander. C'est incroyable, on fait des économies sur les pauvres dans ce pays. Si vous ne le demandez pas, vous ne l'avez pas. L'automatisation permettra de manière plus efficace de couvrir les besoins de ceux qui sont éligibles au RSA, mais ne l'ont pas. Un tiers des personnes éligibles au RSA aujourd'hui n'en bénéficient pas. Donc on automatise la distribution du RSA, ce qui posera peut-être comme conséquence de renationaliser ou centraliser la distribution du RSA et de le soustraire à la distribution par les départements, comme c'est le cas aujourd'hui, puisque dès lors que la mesure sera automatique, il me semble plus pertinent qu'elle soit prise en charge par l'État. Et la deuxième étape concomitante, le deuxième moment concomitant dès l'année 2018 sera donc de verser, de distribuer à l'ensemble des 18-25 ans la première étape du revenu universel, quelle que soit leur situation, étudiants, chômeurs, travailleurs, apprentis, un revenu universel de 600 € aux 18-25 ans. C'est l'exact contraire de ce qu'on fait aujourd'hui. On est quand même dans un pays qui assume de dire qu'il faut que la jeunesse soit précaire. Dans quel autre pays, en tout cas ils sont moins nombreux, ils sont très peu nombreux, les minima sociaux ne couvrent-ils pas les 18-25 ans? Très peu. En France, on considère qu'entre 18 et 25 ans, il faut stanner le cuir, il faut vivre l'épreuve de la précarité. Donc on n'a pas le droit au chômage parce qu'on n'a pas travaillé et pas cotisé, et on n'a pas le droit aux minima sociaux. C'est incroyable. Et j'entends encore un Vauquier, un autre vous dire « Oui, mais vous allez précipiter la jeunesse dans l'assistance ». La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous acceptons que la jeunesse se précarise. Et je veux juste rappeler, là encore, à ceux qui parlent du travail en étant assis sur des confortables fauteuils avec un joli velours, et pour nous expliquer ce qu'est le vrai travail, que le travail qui est celui des jeunes actifs ne ressemble pas beaucoup aux situations que j'ai connues et que mes parents ont connues. Il n'est plus linéaire. On passe par 1000 statuts, par du travail salarié, du travail non salarié, du travail indépendant, des formes aujourd'hui d'emploi qui ne correspondent pas à ce que nous avons connu. Et il est donc indispensable
que nous construisions les protections sociales qui accompagnent des trajectoires beaucoup moins linéaires, beaucoup plus hachées qu'elles ne l'étaient pour notre génération. En clair, que nous proposions comme un progrès que les 18-25 ans, donc les jeunes, soient mieux protégés que nous ne l'étions, mieux protégés que ne l'étaient mes propres parents, que se traduise donc concrètement, quelques décennies après, un progrès social palpable pour les 18-25 ans. Ce sera la première étape. Généralisation et automatisation du RSA pour les personnes éligibles et distribution aux 18-25 ans. Comment sera-t-elle financée? Par une réforme de l'impôt sur le patrimoine, car je souhaite fusionner taxe foncière et impôt sur la fortune sous la forme d'un seul et unique impôt sur le patrimoine. On parle beaucoup des inégalités de revenus. Regardons les inégalités de patrimoine. Elles sont considérables dès lors qu'on cela porte sur les patrimoines immobiliers et financiers, patrimoine des entreprises comme des ménages. Eh bien, je souhaite que demain, nous ayons un impôt qui pourrait être progressif sur le patrimoine, qui pèse sur la totalité des actifs nets et pas des actifs bruts. Aujourd'hui, un jeune ménage qui s'endette, il va payer autant de taxes foncières que quelqu'un qui hérite d'un bien. Est-ce normal? Non. Donc c'est pour ça que je veux qu'il soit calculé sur les actifs nets, là encore, pour exprimer un acte de confiance fiscale en direction des nouvelles générations qui s'endettent pour se projeter dans l'avenir. Donc nous le financerons par un impôt unique sur l'actif net, largement inspiré des travaux notamment de Thomas Piketty qui a beaucoup bossé sur ces questions. C'est pas le sien, hein, il propose pas exactement cela, mais l'idée c'est aussi de s'attaquer aux inégalités de patrimoine et pas aux inégalités de revenus. Et ainsi nous aurons posé ce que sera le premier étage du revenu universel. Viendra le second étage, c'est-à-dire la première étape de la généralisation. Elle peut avoir lieu à l'échéance du quinquennat. Et puis la troisième étape, la généralisation à tous sans condition de ressources. Je vous le dis, et c'est peut-être un peu, là pour le coup, iconoclaste que de se présenter au présidentiel, de revendiquer le mandat unique et de dire qu'une mesure ne peut pas se réaliser sur un seul mandat. Mais la sécurité sociale, elle s'est construite par un acte politique, mais elle s'est bâtie pierre après pierre sur des décennies. Et si nous voulons avoir une protection sociale qui corresponde aux besoins du moment, à la nécessité de changer notre rapport au travail, cela prendra des années. Et bien malin serait celui qui serait capable de dire tout de suite à quelle échéance nous serons capables de généraliser le revenu universel. C'est en tout cas ce chemin-là que je propose aux Français et que je vous propose. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste. Mais bon, d'accord, parce que maintenant j'ai des gens qui me contrôlent pour savoir si je vous dis si je parle pas trop longtemps. Et donc j'ai essayé de me discipliner un tout petit peu. Je voulais donc vraiment insister sur le revenu universel. Pardon d'être un peu même de rentrer dans les détails, mais je veux vous dire vraiment précisément ce que je souhaite. J'ajoute que le revenu universel sera le moyen de réduire le temps de travail, puisqu'en incitant au fait de choisir un temps partiel, ce sera évidemment le moyen de réduire le temps de travail. Je souhaite qu'en matière de réduction du temps de travail, j'en dis un mot, les 40 milliards d'euros qui sont consacrés au CICE et au pacte de responsabilité qui arrosent du sable, puisque c'est France Stratégie qui travaille auprès du Premier ministre, qui est constitué d'experts, qui planifie, pense, anticipe les évolutions, estime que moins de 100 000 emplois ont été créés ou consolidés grâce au CICE. Ce sont les emplois les plus aidés qu'on ait jamais créés ou jamais connus. Je me souviens encore, je vous raconte cette anecdote, un jour j'étais ministre à Bercy, je reçois Pierre Gattaz, et j'étais ministre de l'économie sociale et solidaire. Autant vous dire qu'on n'était pas tout à fait dans le même monde, et il me dit, mais bon, c'est sympathique, l'économie sociale et solidaire, mais ce sont quand même des emplois très aidés, c'est l'économie sous perfusion. Et lui, pensant que l'économie sociale et solidaire n'était pas dans le champ concurrentiel, qu'elle était consistait à mettre, en gros, un certain nombre de vieux monsieur en redingote avec une barbe blanche qui embauchaient des personnes un peu abîmées par la vie pour qu'elles réparent des choses abîmées. Bref, des gens qui se réparent eux-mêmes en réparant d'autres choses. Bon, bref, il devait être dans ce genre de modèle-là. Et je lui disais, j'essayais de lui dire que, à mes yeux, l'économie sociale et solidaire était intéressante parce que c'était un modèle d'entreprise non lucrative ou à lucrativité limitée qui se préoccupait de réinjecter ses bénéfices dans l'investissement et dans l'entreprise, qui se fondait sur un modèle de gouvernance démocratique, une personne égale une voix, qui s'attachait à ce que le capital investi au départ soit le même à la fin. Je mets 1 euro dans une société, je récupère 1 euro et je ne me préoccupe pas des plus-values que je peux réaliser, et donc je suis encouragé à faire vivre l'entreprise plutôt qu'à la vendre, et à la vendre pour dégager une plus-value. Je lui disais tout le
le mérite qu'il y avait à ces entreprises tempérantes, et je souhaite qu'on en développe le modèle, et je voyais qu'en fait, ils ne comprenaient pas. Mais qui ne comprenaient pas du tout, du tout. Il me disait, mais c'est mieux la concurrence. Et je lui disais, vous savez qu'il y a des cliniques privées non lucratives qui sont en concurrence avec des cliniques privées lucratives. Qu'aujourd'hui, vous êtes avec des groupes associatifs qui sont en concurrence avec des grandes entreprises privées. Regardez, l'économie circulaire, le recyclage. Vous avez des grands groupes associatifs, des SCOP, ESS, en concurrence avec qui? Veolia. Et on est là dans des marchés concurrentiels. Donc ça a commencé à s'emboîter. Et il dit, mais de toute façon, ça ne peut pas fonctionner parce que ça vit sous perfusion. Et je veux simplement lui montrer là aujourd'hui que 40 milliards d'euros par an pour 100 000 emplois consolidés ou sauvegardés, c'est qu'on a qu'à côté les emplois jeunes, les emplois d'avenir, l'insertion par l'activité économique, c'est de la petite bière. C'est tout petit, qu'on n'a jamais vu emploi plus aidé que cela. Et que la réalité, c'est que les plus subventionnés ne sont pas ceux que l'on croit. Et je vais vous prendre un autre exemple, en lien avec une bataille qui est pour moi chère. Je considère que nous devons changer notre approche des maladies et de la santé parce que ce dont nous allons mourir, pardon de parler de ça, peut-être, c'est plus souvent de maladies chroniques que de maladies infectieuses. Donc de maladies liées à nos modes de vie et à notre cadre de vie. Nos modes de vie, c'est que nous sommes trop sédentaires, nous mangeons trop salé, trop sucré, trop gras, nous ne sommes pas assez mobiles, nous absorbons des aliments avec des substances qui sont des substances toxiques, et des cocktails de substances toxiques liées aux pesticides. Nous respirons un air qui est pollué. Nous touchons des objets qui sont des objets qui peuvent contenir des perturbateurs endocriniens, etc., etc. Il y a une explosion aujourd'hui des maladies chroniques, des cancers, qui sont des cancers liés à une perturbation de notre système hormonal. Et récemment encore, une centaine de scientifiques dénonçaient la fabrique du doute, qui est celle des industriels, qui au niveau européen comme au niveau français, retarde le moment de prendre des décisions pour lutter contre ces perturbateurs endocriniens responsables de l'explosion de ces cancers. J'insiste là-dessus parce que ce sont des sujets sérieux qui supposent que si nous acceptons de comprendre que les problèmes de santé ne seront plus liés à des maladies infectieuses, mais à des maladies liées à notre cadre de vie et à nos modes de vie, l'essentiel reposera sur notre responsabilité, la responsabilité des pouvoirs publics pour améliorer ce cadre de vie et changer nos propres modes de vie. Et donc sur la prévention plutôt que simplement la guérison. Et je vais revenir à l'exemple que je voulais vous donner. J'insiste là-dessus parce que c'est extrêmement important de penser ce que seront les grands enjeux, là encore, pour un État, demain, au moment où il devra penser des politiques de santé publique. Politique de santé publique, ce ne sera pas simplement d'améliorer le fonctionnement de l'hôpital, c'est absolument nécessaire, et notamment les conditions de travail des soignants, qui sont devenues absolument insupportables dans un certain nombre d'hôpitaux publics aujourd'hui. C'est donc évidemment de penser notre système de soins, évidemment de penser notre organisation de façon à ce qu'il y ait moins de déserts médicaux, mais c'est aussi le fait de penser de quelle manière notre système de santé prévient beaucoup mieux qu'aujourd'hui ces maladies en encourageant des modes de vie qui soient bienveillants, des modes de vie qui, justement, ne facilitent pas le déclenchement de ces maladies. Et j'insiste sur ce point car j'ai été, là encore, j'ai eu une expérience dans ce domaine-là qui m'a frappé quand j'étais ministre de la Consommation, quand a été interdit le bisphénol A. Le bisphénol A est un perturbateur endocrinien qui était contenu dans des canettes, dans des contenants alimentaires. Et je me souviens encore de l'argumentation que ceux qui se présentent comme des lobbies de l'industrie me donnaient dans mon bureau. On me disait, mais M. Hamon, si vous faites cela, on va avoir des suppressions d'emplois par centaines et par milliers. Et puis si vous faites cela, vous interdisez cette substance, qu'est-ce qui vous dit qu'on ne remplacera pas cette substance par une substance encore plus dangereuse? Donc, au moment de prendre la décision, vous vous dites chômage, peut-être qu'on va faire des choses plus dangereuses. La réalité, c'est qu'il y a une fabrique permanente du doute. Les mêmes nous disaient avant, le réchauffement climatique, ça n'existe pas. Après, ils nous ont dit, si ça existe, mais ce n'est pas dû à l'activité humaine, à force d'études. Puis ensuite, vive le diesel propre, sans particules fines, etc., etc. Et les épisodes de pollution que l'on connaît n'ont évidemment rien à voir avec le diesel. Et maintenant, les perturbateurs endocriniens, on ne sait pas très bien les définir. Là où 100 scientifiques, l'Organisation mondiale de la santé, l'Agence française de sécurité des aliments, sont capables de nous dire ces cocktails de perturbateurs affectent le développement de l'embryon, du fœtus, le développement des petites filles avec des pubertés précoces en nombre particulièrement alarmant dans certaines parties du territoire et développent des maladies chroniques. Donc que faut-il faire par rapport à cela?
Eh bien, il faut poser d'abord des actes politiques. Moi, je proposerais la constitutionnalisation des biens communs. Le droit à boire une eau de qualité, à avoir une alimentation de qualité, une énergie propre et à respirer un air de qualité. Ce qui donnera une base juridique à partir de laquelle financer des politiques publiques, de nature à engager la transition écologique, mais surtout l'amélioration de nos modes de production. Quand je le dis financer, j'étais aux États-Unis il y a 2 ou 3 mois de ça et j'ai rencontré Bernie Sanders et ses équipes. Et dans les discussions que j'ai eues avec les équipes de Sanders, je n'ai pas été chercher très loin cette idée-là, c'est eux qui me l'ont donnée. Ils nous ont dit, nous on réfléchit à la constitutionnalisation ou à une base juridique au commun pour permettre à l'État fédéral ou aux États américains de mettre en place une fiscalité spécifique qui pèse sur les entreprises qui exploitent les communs. Les communs, je l'ai dit, l'air de qualité, l'eau, les mobilités, l'énergie. Eh bien, je trouve cette idée intéressante. Constitutionnaliser les communs pour disposer de la légitimité et de la base juridique à partir de laquelle, demain, à l'égard de ceux qui ont des concessions extrêmement longues, amorties depuis longtemps et dégagent des bénéfices par l'exploitation des communs, prélever de quoi financer des politiques qui soient des politiques qui améliorent notre cadre de vie. Et ceci pour faire quoi ? Pour derrière orienter notre modèle de développement de façon à ce qu'il soit beaucoup plus bienveillant. Et c'est là l'exemple où je voulais en venir. Pas loin d'ici, il y a une entreprise, pas loin encore que c'est une région différente, non, que dis-je, c'était une région différente. Oula, si je ne maîtrise pas ma carte des régions. Donc, à Strasbourg, il y a un groupe incroyable qui s'appelle le groupe Ciel Bleu. Peut-être en avez-vous entendu parler. Ce sont 2 emplois jeunes, emplois aidés, comme aura dit Monsieur Gattaz, donc des gens sous perf, STAPS, donc professeurs de sport, qui se sont dit un jour, on a envie de tester avec une maison de retraite l'activité physique ou la gym douce pour les personnes âgées. On est à peu près persuadé que si on fait de l'activité physique, non seulement ces personnes âgées socialiseront, iront mieux, etc., mais en plus ça peut avoir un effet bénéfique sur leur santé et la récidive d'un certain nombre de maladies chroniques. Ils expérimentent cela dans une maison de retraite de Strasbourg. Les choses se passent bien, ils passent sur un échantillon de maisons de retraite beaucoup plus important et ils commencent à construire des partenariats avec l'Institut Pierre et Marie Curie, avec le CNRS, pour voir quel est l'impact de la gym douce sur la vie et la santé des personnes âgées dépendantes. Et que constate-t-il ? Que sur les personnes âgées dépendantes, comme sur les personnes atteintes d'un certain nombre de cancers, on évite la récidive de cancer jusque des proportions de 50%. Une personne sur 2 traitée par de la gym douce qui évite, par rapport à un échantillon de personnes qui n'en fait pas, une récidive de cancer. L'activité se développe au point qu'aujourd'hui, ils ont 4500 maisons de retraite en contrat, qu'ils ont en individuel une multitude de personnes qui leur achètent ces services. C'est un groupe associatif, privé non lucratif, une échelle de salaire de 1 à 3, ils ont leur propre institut de recherche, développent les propres objets à partir desquels adapter l'ergonomie, les matières aux besoins des personnes âgées, bref. Ils sont innovants, incroyablement dynamiques, et pourtant, eux, ils n'ont pas le droit au crédit impôt recherche. Aujourd'hui, ils font de l'innovation sociale. Et l'innovation sociale, ça ne se finance pas comme l'innovation technologique. Et qui finance-t-on ? Le groupe associatif par l'impôt, ou le crédit d'impôt, ou leur concurrent qui s'appelle Sanofi ou autre ? Eh bien, l'essentiel aujourd'hui des crédits d'impôt va vers quoi ? Vers la recherche dans le domaine du médicament, là où on vous proposera demain, en lieu et place d'un programme de gym douce, une fiole de chimiothérapie pour vous guérir. Sauf que quoi ? Aujourd'hui, quel est le coût de la guérison d'une récidive de cancer du sein ? 100 000 €. Quel est le coût annuel d'un programme de gym douce entre 600 et 1 000 €? Eh bien, dans un sens, aujourd'hui, nous continuons à subventionner un système curatif qui nous guérira sans doute, et moi je me réjouis de l'excellence de notre organisation de santé, mais nous ne finançons pas la prévention, nous ne finançons pas l'innovation sociale et des groupes privés non lucratifs qui, eux, n'ont d'autre objectif aujourd'hui que de se déployer, en l'occurrence, à travers des activités bienveillantes, au sens où, par la gym douce, par l'activité physique légère, elles permettent d'éviter de tomber malade. Alors on finira tous par tomber un jour malade et à mourir, mais c'est quand même mieux, aujourd'hui, de constater que l'impact de ces activités à faible coût permet d'améliorer le cadre de vie,
les modes de vie, les conditions d'existence, pas simplement des personnes âgées, mais de toutes celles et ceux qui ont un jour été exposés à un risque ou à la réalité d'une maladie chronique. Voilà pourquoi demain aussi, je ferai du crédit d'innovation sociale le moyen de soutenir celles et ceux qui, dans le secteur aujourd'hui privé, veulent développer des réponses à des besoins sociaux qui ne sont pris en charge ni par le secteur public, ni par le secteur privé, pour qu'en face du crédit impôt recherche, on ait un crédit d'impôt qui s'attache à développer des réponses et des stratégies qui permettent de prévenir les maladies, plutôt que simplement, pour ce qui concerne la santé, soutenir des stratégies des laboratoires pharmaceutiques qui développent de nouveaux protocoles, de nouveaux médicaments. Il faudra continuer à le faire. Il ne faudra pas faire que cela. Et j'ajoute, quand on développe aujourd'hui un certain nombre de thérapies exceptionnellement chères par rapport aux maladies orphelines, il n'est quand même pas normal que l'on constate que dans un État comme le nôtre, ça coûte 40 000 euros, quand le même protocole coûte 200 ou 300 euros en Inde. Et qu'il faudra que, vis-à-vis de ces thérapies exceptionnellement chères aujourd'hui mises sur le marché, nous ayons une politique qui soit une politique qui consiste à utiliser les instruments dont dispose l'État pour mettre immédiatement dans le champ du générique un certain nombre de thérapies quand nous jugeons aujourd'hui qu'on ne pratique pas le juste prix en termes de commercialisation d'un certain nombre de ces thérapies exceptionnelles. Je le dis parce que c'est un point sur lequel, moi, là aussi, il ne faudra pas avoir la main qui tremble face au lobby. En clair, et je vais en terminer par ça, on est dans un moment où on va avoir à faire des choix. Et des choix, à mes yeux, importants sur ce que sera le visage de notre société, pas simplement en 2018 ou 2019. Et je veux insister là-dessus. Moi, quand j'étais candidat à l'élection présidentielle, je l'ai été parce que je considérais qu'il y avait besoin de changer notre rapport au travail, parce qu'il y avait besoin d'opérer le tournant en termes de modèle de développement, mais parce que surtout, je vous le dis... Parce que Chaynès a évoqué la phrase de ma petite fille qui m'a dit « ratatouille-les tous ». Effectivement, c'était avant un débat, et d'ailleurs je garde précieux dans ma poche ce petit message, pas tant pour ratatouiller qui que ce soit, je veux rassurer mes collègues pour le 12, lors du débat, je ne dénigrerai personne et je ne jetterai rien sur qui que ce soit. Mais ce qui me préoccupe fondamentalement, c'est de savoir... quel est l'air qu'elles respireront et quel est l'air que mes filles et que respireront les filles de mes filles. Et il me semble aujourd'hui que les choix doivent être faits maintenant. Il ne faut plus tarder. Que le monde qui se prépare, les décisions doivent être prises maintenant. Et je veux terminer par cela. Et une chose que je dis souvent, mais revenons à l'étymologie. Crise a deux étymologies. Crisis en latin qui dit la maladie et crisis en grec qui dit le jugement. Oui, notre société, elle est malade, d'un modèle démocratique épuisé, d'un rapport au travail qui broie et qui partage le travail de la manière la plus injuste et inégale qui soit, d'un modèle de développement qui nous fait consentir des sacrifices insupportables, tant sur le plan environnemental que sur le plan social. Oui, notre modèle est malade. Mais la question qui nous est posée, au moment de juger ce qu'il faut faire, c'est continuons-nous comme avant, achetons-nous un délai supplémentaire ou prenons-nous les décisions qui nous amènent à changer de modèle de développement. Et je veux terminer par ça, parce que ce sera ma contribution, en tout cas, à ce qui doit être, à mes yeux, la prise de conscience du moment que nous vivons. Il y a un grand intellectuel italien, Antonio Gramsci, qui donnait cette définition de la crise. La crise, c'est quand le vieux est mort et que le neuf ne peut pas naître. Eh bien, nous y sommes. Un monde s'éteint, un autre va naître. Quel sera-t-il? Et il rajoutait, et de ce clair-obscur peut naître un monstre. À quoi pensait-il au fascisme? Et il est aujourd'hui, il s'incarne dans la dérive autoritaire, impérialiste, belliqueuse de bon nombre de nations développées partout dans le monde. Donald Trump, Erdogan, Orban, Kaczynski. Et voilà. Et bien malin celui qui dit aujourd'hui, Marine Le Pen ne pourra pas être élue en 2017. Sans doute des personnes aussi éclairées que ceux qui pronostiquaient la victoire assurée d'Hillary Clinton, surtout quand Hillary Clinton s'est engagée sur un programme qui ne proposait rien de moins que de perpétuer le système. On l'accommodait, on l'améliorait, mais il perpétuait le système. Je ne dis pas qu'il est mauvais en soi, en tout, mais incontestablement, aujourd'hui, il ne répond plus aux demandes qui sont les demandes profondes de notre société, tant en termes écologiques qu'en termes sociaux. Et c'est là que nous devons prendre les bonnes décisions. Crisis, le jugement.
juger de ce qu'il est nécessaire de faire. Est-ce qu'on s'engage à faire une protection sociale qui correspond à notre siècle, ou est-ce qu'on pense que la sécurité sociale de 1945, telle qu'elle fonctionne, continuera ou nous permettra de faire face aux défis qui sont ceux des nouvelles générations? Est-ce qu'on continue avec un modèle de développement qui fait de la croissance du PIB le seul objectif, ou est-ce qu'on assigne des objectifs à nos politiques publiques en termes de préservation de l'environnement, de lutte contre les inégalités, de lutte contre la pauvreté et d'amélioration de la santé, qui justement nous détournent d'objectifs qui sont strictement comptables? Moi, je vous le dis, aujourd'hui, ce sont ces décisions qu'il faut prendre. Moi, je ne vous propose qu'un chemin. Dans ce chemin, il y a des imperfections, y compris celles des hommes qui incarnent ce chemin, et à commencer par les miennes. Mais il n'y a pas d'autre voie que collective pour emprunter cette transition et réussir cette transition. Je ne crois pas, et je vous dis, que quelques solutions charismatiques, tout aussi séduisantes qu'elles soient et individuelles, puissent nous sortir, ou nous permettre de sortir par le haut de cela. Et puisque j'évoquais Gramsci, je vous dirais qu'il y a quand même un immense écrivain, qui est pour moi mon écrivain favori, qui reste Albert Camus, qui a beaucoup dit d'ailleurs sur la nécessité de respecter la nature, de comprendre que le monde était fini, qu'on ne pouvait pas désorbiter impunément le monde sauf à être châtié un jour. Il l'avait écrit à une époque où l'écologie n'avait peut-être pas la place qu'elle a aujourd'hui dans le débat politique, mais il pensait et il continue à penser que dans un monde qui se métamorphosait, dans un monde qui pouvait paraître très menaçant, très obscur, subsistait en chacun d'entre nous, disait-il, et subsistait en lui, disait-il, un invincible été. Eh bien, je vous propose qu'ensemble, les 22 et 29 janvier, pour commencer, nous fassions rayonner cet invincible été.